l'anecdote, je la coupe. Une pincée de cumin dans la soupe et je touille. Je bois dans Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, vous assistez à un crash test une première fois pour nous, pour le Sona, une association donc à but non lucratif qui sommes spécialisés normalement en organisation d'événements hip-hop, underground en l'occurrence. Et on a toujours eu cette volonté, si vous voulez, de discuter ce sujet-là. On aime beaucoup en parler d'ailleurs avec les gens qu'on rencontre dans les événements. Et c'était donc du coup, on nous a proposé de collaborer avec le Zoo sur ce festival. Et notre volonté était celle de proposer quelque chose de différent, quelque chose de peut-être de plus posé, un événement au cours duquel on pourrait discuter justement de cette scène. Et j'ai la chance d'avoir avec moi des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure, des rencontres qui ont forgé mon expérience et celle du Sona. Donc je vais les laisser présenter tout de suite. On va commencer par Marion Gagnon, qui vient de la com, qui a été une formation en com, et qui a toujours eu un attrait pour la musique, si je ne me trompe pas. Et donc qui a voulu mettre à profit son expérience dans la com au service de l'événementiel. Elle a créé sa structure qui s'appelle Bâton Rouge, qui organise plusieurs événements, qui a organisé plusieurs événements, à savoir 2 jusqu'à présent. Et je vais te laisser détailler un peu plus. Vas-y. Du coup, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Donc, je reprécise un petit peu ce que Théo a dit. Effectivement, avec mon associé, donc Chris, qui n'est pas là ce soir, on a créé Bâton Rouge, donc, qui est une structure qui possède 2 pôles. Un pôle événementiel, où on va organiser des showcases, des release parties, des concerts pour les artistes. Donc là, potentiellement, c'est les artistes qui viennent vers nous pour faire ces demandes-là. Et à côté de ça, on a un événement effectivement qu'on produit tous les ans, qui s'appelle Playoff. Donc effectivement, on a eu 2 éditions. À côté de ça, donc on a d'autres événements, mais qu'on ne produit pas, on va dire, de manière personnelle. Donc Playoff, qui est une compétition entre artistes émergents, urbains, qui intègre, on va dire, des jurys partenaires. Les jurys partenaires qui sont jurys justement de cette compétition-là. Et à côté de ça, donc à côté du pôle événementiel, on a une agence d'accompagnement d'artistes où on propose des services aux artistes tels que la com, des services de marketing, RP, playlist, etc. etc. Donc voilà ma présentation. Merci Marion. Mon deuxième invité, c'est un membre de l'association qui s'appelle Bitume, qui est aussi assez connu dans le milieu underground pour organiser des soirées, qui fait aussi dans l'action sociale, ce qui est quelque chose qui est très très respectable, qui est aussi graphiste, rappeur, et qui est aussi connu sous le nom de Vigo. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, merci à Théo et au Sona pour l'invitation. Donc ouais, moi c'est Vigo, je suis donc, comme le disait Théo, graphiste, directeur artistique, et je fais un peu de son aussi à côté. Et plus globalement, en gros, Bitume, c'est une association qui regroupe une quinzaine de bénévoles de tout type de milieu, de l'image, du son, de l'éducation pop, etc. Et en gros, on promeut, on va dire, la culture hip-hop à travers différents axes qui sont principalement l'organisation d'événements, donc des concerts, des open mic, etc. Et des contenus additionnels, des freestyles filmés, des cyphers, des concerts filmés, etc. Et aussi de l'animation socioculturelle dans le cadre de block party, par exemple, des ateliers mis en place avec des jeunes, etc. Et puis voilà, ça va dépendre d'une année à l'autre. L'année dernière, on était très chargé en termes d'événements. On a fait beaucoup d'événements au Dog Bay notamment. Et voilà, on va voir ce que cette année nous réserve. Mais voilà, merci encore le Sona pour l'invite. Ça Avec régale. plaisir. Mon troisième invité, Estrid Chiwa. Je vais juste me rappeler dans l'ordre. Estrid Chiwa, qui est un photographe qu'on a rencontré lors de notre tout premier événement, qui a aussi collaboré avec l'un des membres du Sona, qui s'intitule Fluo, qui est notamment rappeur. Donc il lui a proposé de faire des covers, il a proposé aussi de l'accompagner en termes de direction artistique. Et c'est quelqu'un qui s'est forgé dans ce milieu-là, qui a enchaîné les casquettes, qui se veut pluridisciplinaire.
Et donc j'ai la chance de l'avoir avec moi aujourd'hui. Déjà, bonsoir tout le monde. Donc, pour faire un petit topo sur moi, j'ai commencé en tant que photographe dans le monde actuel, dans le monde artistique. La photographie m'a permis pas mal de choses, donc on va dire que ça a été une porte d'ouverture dans ce monde-là. J'ai pu devenir journaliste à côté, travailler avec des médias en freelance, donc Bouscapé, Yard, 33 Carats, Da Vibe. J'ai pu collaborer aussi avec plein d'artistes aussi à côté. Donc en gros, je suis aussi graphiste, on touche un peu à tout en fait. Donc c'est vraiment, une fois qu'on rentre dedans, on cumule pas mal de casquettes. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de projets, pas mal d'expériences et pas mal de collabs. Merci Srechiwa. Mon quatrième invité, et j'ai l'impression d'être dans un jeu télévisé. Mon quatrième invité est un artiste et pas des moindres, il s'est produit ici hier soir. Elle, le rappeur, donc, qui s'est autoproduit en tout cas à un moment donné de sa carrière et qui a fait ses classes, notamment dans les open mic, et qui, je pense, se revendique de la scène underground aujourd'hui, hier et demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Comme il l'a dit, du coup, moi, c'est le rappeur. J'ai commencé, je pense, à rapper il y a 7-8 ans, du coup. Et forcément, je pense que sur tout ce que j'ai fait depuis, la partie vraiment musicale, elle a commencé que récemment. Du coup, tout ce qui a été décrit, d'aller faire des scènes ouvertes, d'aller dans des événements comme ça, underground, etc., c'est ce qui m'a le plus forgé. Donc voilà, on est là. Merci pour l'invitation. Et puis, on va discuter ensemble. J'espère que ça va être cool. Merci beaucoup. Donc, alors moi, je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'un des 3 grands axes de cette table ronde qu'on va discuter dès maintenant, à savoir, on va essayer de définir le terme, qu'est-ce que la scène underground, et aussi quels en sont les acteurs. Parce qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est finalement strictement une scène physique, à savoir qui se matérialise par des open mic, des concerts, etc., ou est-ce que ça peut également être une scène virtuelle, parce qu'on voit beaucoup d'artistes qui explosent, en tout cas qui commencent à avoir de la visibilité via les canaux de distribution de type réseaux sociaux, etc. Ou est-ce que c'est aussi un peu des deux? Comment ces deux univers communiquent finalement? Est-ce que au sein de la scène même underground, on retrouve plusieurs profils, c'est-à-dire des profils pluridisciplinaires? On va retrouver des créateurs de contenu, des rappeurs, des organismes d'événements en herbe, un peu comme nous, et qui font un peu leur classe, leurs armes dans ce milieu-là. En termes de pluridisciplinarité, alors quand je pense à ça, je pense par exemple à Vigo qui est graphiste, rappeur et qui est membre d'un collectif qui organise des événements. Marion qui a été dans la com, puis aujourd'hui qui accompagne des artistes, des jeunes artistes, notamment de ce point de vue-là, de la communication, de comment se faire voir, entendre, qui est aussi dans l'organisation d'événements. Uchiwa qui est photographe, directeur artistique, qui se lance aussi un peu dans l'écriture. Et au final, toutes ces formes de création se rejoignent, parce qu'on pourrait parler aussi de l'organisation d'événements comme une forme de création, parce qu'on propose à quelqu'un, à un moment donné, un assemblage de choses, comme une composition picturale, qui peut appréhender ou non. C'est aussi un point de vue, en soi, c'est un postulat que je fais. Et bien sûr, le rappeur qui s'autoproduit, donc peut-être plus maintenant d'ailleurs, j'aurais dû poser la question, mais qui s'est autoproduit, ça c'est une certitude. Voilà, donc ça passe par le mixage, l'enregistrement, la promotion aussi de ces créations. Voilà, alors je sais pas peut-être Vigo, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, déjà pour répondre à ta première question sur qu'est-ce que la scène underground aujourd'hui et quelle forme elle prend, je pense que pendant des années, ça a été, en plus vraiment underground, c'est vraiment genre sous le sol. On a un peu cette image des open mic, des concerts dans les caves, dans des trucs vraiment quelque chose de très secret. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même un peu plus ouverte. Après, c'est peut-être parce qu'on a les pieds dedans aussi en tout cas que moi je dis ça. Mais et elle s'est aussi déplacée sur Internet. On l'a vu avec l'émergence sur les dernières années de ce qui a vulgairement été appelé la scène New Wave. On va dire, qui étaient plutôt des artistes un peu genre Rat Studio,
qui fréquentaient pas du tout les milieux, en tout cas pas pour tous, les milieux des open mic, et qui pour autant ont fait leur chemin sur SoundCloud, sur d'autres plateformes, et qui ont pété grâce à ça. Et je pense que ces deux milieux, ils peuvent à la limite se retrouver quand des artistes qui justement ont émergé sur Internet vont pouvoir se retrouver dans des concerts organisés justement par des assos, par des acteurs et des actrices de cette scène underground, et donc côtoyer des gens qui vont venir à ces mêmes événements. Par exemple, je sais que Bitume, on organise souvent des concerts dans lesquels il y a des open mic avant, et c'est un peu dans ce genre de contexte où ces milieux-là vont se côtoyer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bah, là-dessus, moi, je te rejoins de ouf. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas en tant qu'artiste, la scène underground, je pense que souvent dans la tête des gens se rejoint la scène underground et les artistes indépendants et autres produits, comme tu pouvais le dire tout à l'heure. Parce qu'au final, dans la scène underground, c'est un peu toujours, comme on disait, les open mic, les événements ouverts, où tout le monde va pouvoir se retrouver, on va croiser des gens qui commencent peut-être à avoir une carrière beaucoup plus solide, des gens qui ont leurs propres équipes. Et du coup, je pense que la scène underground, comme tu dis, elle a évolué sur Internet, parce que tout évolue vers Internet de toute façon depuis quelques années maintenant. Et donc c'est vrai que de tout, c'est pas forcément que physique, parce que le digital arrive, mais en vrai, je sais pas vous ce que vous en pensez en termes de plus d'organisation, etc., ou même d'un regard hors artiste, même avec la ouais, il est vraiment chiant ce mot, hein. Pluridisciplinarité que vous pouvez avoir et tout. Mais je pense, ouais, que à partir du moment où on s'autoproduit, où on fait les choses un peu nous-mêmes, où on est avec des gens qui vont être plus des potes et pas vraiment avoir des équipes, ça va pas être vraiment comme ce qu'on peut avoir dans les trucs plus commerciaux, les gros labels qui vont avoir des grosses équipes, qui vont chacun avoir leur secteur, etc. Je pense que ça rejoint du coup tous ces événements, et c'est pour ça qu'on se retrouve tous ici, par exemple, aujourd'hui, je pense. Du coup, pour ajouter sur ce que tu disais, pour moi, du coup, la scène underground, du point de vue que j'ai, c'est un peu justement ce lieu de réunion que toute personne ou artiste, que ce soit vraiment artiste musique ou même artiste photographique, se rejoignent justement dans un but où justement tous ensemble, ils veulent collaborer, ils veulent apporter leur touche. Et à titre personnel, moi en tant que photographe, donc j'ai fait un peu mes débuts justement sur ces scènes underground un peu partout. Donc j'ai fait des photos sur des scènes, que ce soit des photos même avec des artistes, etc. Ce qui marche aussi très bien aussi dans ce milieu-là, c'est le culot. Au début, bien sûr, très important. Personnellement, de mon point de vue, je trouve que c'est même une des bases, on va dire, des compétences compétences, j'abuse, hein. Une compétence à avoir, entre guillemets, parce que s'il n'y a pas de culot, il n'y a pas forcément de projet qui va venir à vous. Dans tous les cas, ça ne vient pas forcément à vous, c'est à vous d'aller chercher les choses. Et personnellement, je suis parti sur ces scènes, je suis parti chercher mon contenu. C'est là où j'ai rencontré du coup le Sona, au passage, meilleure association qui existe. Et, c'est vrai. Et du coup, non, franchement, ça m'a ouvert pas mal de portes. Donc j'ai pu collaborer avec Fluo, ici présent, qui se situe juste là-haut, là. Grand artiste, hein. C'est le technicien. Et Théo que j'ai rencontré, Léo aussi qui est au fond de la salle en t-shirt violet. Et donc non, franchement, c'est une très bonne équipe que j'ai pu rencontrer, et on a pas mal collaboré. Il y a pas mal d'autres projets de façon qui vont arriver bientôt. Donc voilà. Pour le coup, moi je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit, effectivement. Après, moi j'ai un point de vue de la scène underground qui est peut-être un peu différent, dans le sens où, pour moi, c'est vraiment... c'est plus comme avant, comme un peu t'as un petit peu expliqué. Avant, c'était vraiment underground, tout le hip-hop était underground. Après, avec l'évolution, forcément, ça a sorti du mainstream, etc., les grosses industries. Et pour moi, aujourd'hui, l'underground, c'est un passage. Et j'ai l'impression que c'est plus aussi démocratisé. C'est plus, comment dire, ça a plus l'essence même de l'underground pour moi. Je sais pas comment expliquer ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça nous pousse à nous demander est-ce qu'il y a un plafond de verre finalement, est-ce qu'à un moment donné on n'est plus underground sans même s'en rendre compte. Et c'était l'objet de la question, c'est d'essayer de saisir un peu qu'est-ce que finalement l'underground. En fait, pour moi, l'underground, ça devient pas mainstream, c'est un grand mot, mais c'est
ça se commercialise. Et à partir du moment où ça se commercialise, c'est-à-dire que maintenant, l'underground, on va le voir partout, il va avoir sa cible, son public qui s'élargit comparé à avant. Et du coup, ça le rend moins underground. Et du coup, ça fait partie de stratégie aussi. C'est ça. Et en fait, à partir du moment, pour moi, où il y a une stratégie, ça sort un peu de ce côté underground, qui est l'essence même en marge de tout ce que font les grandes industries, etc. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, il y a quelques limites où, dans le futur, il va y avoir des limites de ce style-là, mis à part vraiment pour les artistes qui veulent rester très niche et avoir vraiment leur cible. Après, on voit un Jossman, par exemple, qui est très niche, mais qui est quand même, qui a une cible beaucoup plus large et qui a réussi dans la musique, on va dire, dans ce sens-là. Je sais pas si je m'éloigne de la question. Non, pas du tout. L'underground, pour moi, pour dire aujourd'hui, ça a ses limites, et tous les artistes underground, j'ai l'impression, pas tous, pour pas faire une généralité, mais la plupart, c'est vraiment un passage pour se faire les contacts, etc., et essayer de se faire son public, et ensuite, ça sort directement. Est-ce que, par exemple, c'est intéressant ce que tu dis, un média comme Grunt, par exemple, qui a comme mantra justement de mettre en avant des artistes dits underground, est-ce que dès lors qu'ils passent sur Grunt, ils ne sont plus underground parce que Grunt quand même brasse un certain nombre d'auditeurs, etc. Est-ce qu'un rappeur comme je sais pas, Lafèvre par exemple, qui est très populaire je pense dans le milieu underground, parce qu'il a apporté beaucoup d'innovation formelle et qu'il a commencé, qui lui a un peu le même parcours que beaucoup de rappeurs qui se lancent aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore les qualifier d'underground ? Et en ce sens-là, est-ce que justement c'est parce qu'on est niché qu'on est underground ou parce qu'on apporte des innovations formelles ? Et c'est d'ailleurs le deuxième point à venir, où la question principale est de savoir est-ce que c'est une fenêtre sur l'avant-garde, et dans cette mesure, comment l'industrie musicale, au sens fort du terme, perçoit le milieu underground. Est-ce que c'est comme des futures pépites ? Est-ce que à l'inverse, c'est des losers, voilà, j'emploie des mots forts, mais essayer de voir à peu près comment est perçue la scène underground dans le paysage musical parisien. Là-dessus, moi j'aimerais bien rebondir par rapport à ce que tu as dit sur justement le fait que ce soit un passage. Et toi aussi, tu utilisais le terme stratégie. Et je pense limite, on pourrait même aller parler de direction artistique aujourd'hui pour plusieurs artistes. Parce que par exemple, si on prend deux artistes côte à côte et qu'on les compare, par exemple quelqu'un comme Dean Burbigo qui a toujours été ce côté underground, autoproduit, qui a avancé dans ce sens-là et qui aujourd'hui est encore un peu cette image limite comme fait partie des figures de proue dans le rap français de voilà, le rap underground ça peut être nous aussi, on peut s'autoproduire, et du coup ça rejoint ce truc d'indépendance. Là où quand on a découvert au tout début Section d'Assaut, on pouvait les mettre underground au tout début, alors qu'aujourd'hui, Gims, jamais on pourrait lui donner cette étiquette de rap underground. Donc je pense même que il y a un truc, limite, ça peut être un sous-genre du rap, limite, c'est un style à part entière quelque part en vrai. Et puis dans ce que tu disais par rapport, est-ce que c'est être niche, est-ce que c'est être avant-garde, je pense que ça peut être les deux, ça peut être un des deux. Par exemple, tu prenais l'exemple de Lafèvre, lui je pense qu'il a été avant-garde sur pas mal de choses. Aujourd'hui, je pense plus qu'il soit considéré comme niche. Peut-être encore un peu. Je pense que pour le coup, Lafèvre, nous tous, je pense que tout le monde connaît Lafèvre ici, mais parce qu'on le connaît et qu'on voit qu'il a beaucoup plus de clout qu'avant, on va plus forcément le mettre dans un truc niche. Mais je pense que si on prend les gens qui écoutent du rap de manière plus légère, bien sûr, voilà, ils vont pas vraiment connaître Là où justement je voulais en venir, c'est que je pense que la question aussi de la popularité, du nombre d'auditeurs, de gens qui t'écoutent, de l'argent aussi que tu peux faire avec ta musique, je pense qu'elle est associée à ça, mais elle peut se dissocier. Je sais pas, tu prends par exemple même en termes de concerts, de salles, un Hugo TSR, qui est, je pense, par essence, un artiste vraiment underground. Je pense que difficilement ça peut être on peut contredire ça. Et là, il a rempli un Zénith, il fait une Adidas Arena. Donc, quelle est la limite, par exemple ? Est-ce que le mainstream vient aussi le nombre de gens qui t'écoutent ? Lui, ça a pris du temps. Est-ce que, par exemple, un Lafèvre, pour qui ça a été beaucoup plus rapide, c'est assez intéressant aussi à questionner, parce que c'est tellement diversifié aujourd'hui que... Oui, tout à fait. C'est un très bon exemple que tu as donné. Pour moi, Hugo TSR, il y a une certaine nostalgie aussi des gens qui font qu'il arrive à remplir des scènes comme ça. Après, je pense qu'effectivement, lui, c'est un artiste qui est vraiment resté underground,
c'est tous les nostalgiques de la nouvelle musique qui vont aller l'écouter, tu vois. Genre ceux qui vont pas écouter de la Fève, par exemple, ils vont aller au concert de Hugo TSR enfin c'est un peu les anciens, sans pareil faire une généralité, mais pour moi c'est la nostalgie qui fait aussi que il est encore là. Il est fort, hein, il est très fort. Ouais, non, bien sûr, ce n'est pas la question, mais est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont montés dans le train, tu vois, sur l'Adidas Arena, il aurait pas pu la faire il y a 5-6 ans, tu vois. Bon, elle n'existait pas, mais genre, il y a des gens qui sont sûrement montés dans le train. Comment ils sont montés dedans, et est-ce que du coup ça fait de lui plus un artiste underground? Du coup, Je pense que là-dessus, tu prenais l'expression de plafond de verre, et je pense qu'en fait, il y a forcément une limite que si on la dépasse, on va sortir de l'underground. Mais je pense que même les artistes, par essence, les gens qui ont cette culture de l'underground, vont jamais passer outre, parce qu'ils vont être dans cette envie de rester. Il y a une sorte d'authenticité dans l'underground. Une prise de position dans le sens. C'est ça. Je pense que les gens comme Jinmer Bigo, il a beaucoup pris la parole dessus pour reprendre cet exemple, où il a toujours été contre les labels, les majors, les contrats d'artistes, etc. Et du coup, de ramener une sorte d'authenticité, de véracité, de se réapproprier la culture qui, à l'essence, le hip-hop, c'est quand même une contre-culture qui est devenue parce que les gens qui veulent brasser avec se le sont accaparés. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Et du coup, quelqu'un comme Hugo TSR, même s'il y a plus de gens qui l'écoutent, même si demain, je pense qu'il ne pourra jamais atteindre des stades de fou de quelqu'un qui est hyper mainstream. Mais même s'il écoute, je pense que malgré tout, il y a quand même dans sa musique et dans sa manière de faire quelque chose qui va faire qu'il restera underground à jamais, en fait, tu vois. Oui, je saisis tout à fait ce que tu veux dire. Et moi, je me demandais d'ailleurs si, pour revenir sur le côté de l'avant-garde, sur l'avant-gardisme supposé des rappeurs qualifiés d'underground, ou même d'ailleurs pas que des rappeurs, des créateurs de contenu, ceux qui vont aller, ou des photographes par exemple, qui vont produire des covers pour les rappeurs, ou réaliser des clips par exemple. Est-ce que justement le fait d'être déjà pluridisciplinaire et d'avoir une certaine liberté, le fait par exemple de ne pas être signé avec un label, de ne pas obéir à des autorités ou à des règles qui sont inhérentes à l'industrie musicale, est-ce que cette liberté justement d'action, de création ne serait pas forcément, induirait pas du coup une forme d'avant-gardisme ou des innovations formelles quelconques? Est-ce que, oui, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Là-dessus, je pense que tu es un des mieux placés pour le répondre, mais je pense que c'est vrai que à partir du moment où tu n'as pas de limite, au final, ta création, elle n'est pas... Donc, après, il y a des gens qui se sentent mieux dans ce fait d'être... Drivé. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Mais, ouais. Après, moi, personnellement, c'est vrai que quand j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes du monde underground, certes, il n'y a pas de limite dans la créativité, en tout cas de tout ce qui va être cover ou clip. Après, il y a une limite financière. Et la musique commerciale, les structures commerciales dans le monde de la musique, elles sont là généralement pour apporter ce soutien financier. Même si, par exemple, j'ai collaboré avec dernièrement un artiste qui s'appelle KRK, qui était connu avant. On a fait un clip. Son clip, il y avait certaines restrictions. On ne pouvait pas franchement exploiter toutes les idées qu'on voulait parce qu'il y a toutes ces caractéristiques faut respecter au niveau visuel, etc. Donc, certes, ça, c'est un frein. Mais par exemple, si vous prenez le clip de Fluo, Glaive, par exemple, réalisé par Sobek, si je dis pas de bêtises, non? The Last Shot. Nils Raman. Autant pour moi, Nils. Franchement, au niveau créativité, le clip il claque. Mais on sent derrière qu'il n'y a pas de restriction, au niveau de... Il n'a pas de contraintes imposées par une autorité. C'est ça, tout ça. Et puis il y a les contraintes qui sont imposées par tout ce qui va être, comme tu dis, autorité, label, etc. Mais peut aussi avoir les contraintes de l'artiste. Et il y a une différence entre... En fait, ce qui est une force aussi dans l'underground, c'est que tu fais avec ce que tu as. Et du coup, tu vas essayer de voir dans ton entourage. Il y a aussi toutes les relations humaines qui naissent de ça. Et c'est différent de faire un clip, par exemple, pour prendre cet exemple-là, avec un pote à toi que tu connais,
avec qui on va dire, tu peux partager une certaine vision et de faire appel à quelqu'un que tu ne connais pas, à qui tu vas passer une commande, entre guillemets. Et du coup, là, à quel point le clipper, le vidéaste ou même le graphiste ou le photographe, à quel point est-ce qu'il est libre, même si c'est dans l'underground. Je pense que ça vient aussi avant tout de la connexion que tu as avec la personne. Et par contre, l'underground facilite beaucoup plus ces connexions-là, je pense, que peut-être des plus grosses instances qui vont mettre en relation des gens. Pour les plus grandes instances, généralement, comme tu dis, ils ont déjà leur équipe. Donc c'est souvent cadré, c'est déjà prévu, etc. Si je peux donner un exemple, par exemple, je sais que j'avais interviewé Laze par rapport à son projet qu'elle avait sorti. Et donc elle m'avait fait part que niveau, par exemple, tenue, niveau clip, etc., elle pouvait rien décider. C'était déjà décidé en amont, que c'était imposé, tu vois. Donc c'était pas forcément ce qu'elle souhaitait, mais malheureusement, tu es obligé de te plier aux règles si on te finance, donc, tu vois. Donc non, ouais, ça dépend vraiment du coup. Mais c'est là où je trouve que le fait qu'il y ait on parlait de tous les financements, etc. Souvent l'underground, ça rime avec pas beaucoup d'oseille, hein, on va pas se mentir. Avec les moyens du bord. C'est ça, avec les moyens du bord. Mais c'est vrai que je pense quand même que malgré cet aspect financier-là, il y a quand même toujours, je pense aujourd'hui, il y a vraiment cette culture de l'underground. Pour revenir sur l'avant-garde, etc., on le voit, à partir du moment où le rap, c'est quand même quelque chose qui est le hip-hop le plus accessible comme genre de musique, a commencé tôt, sans forcément avoir de formation, parce qu'aujourd'hui sur YouTube, faire du beatmaking, tu peux le faire facilement, alors que si tu veux faire, je sais pas, de la musique classique, apprendre à jouer du violon, ça se fait pas sur une année ou un truc comme ça. Donc je pense que le fait aussi qu'on soit plus facilement amené à pouvoir faire cette musique-là, forcément l'avant-gardisme, il va naître parce que... Et puis même, là où tout ce qui est plus mainstream, ils se confortent dans ce qu'ils connaissent, ils ont peur de tenter des choses, donc je pense que ça va de pair. Oui, parce qu'ils ont aussi un public qui est déjà en place et qui s'attend à ce qu'ils fassent une certaine forme, un certain style de musique. Oui. Ils font une recette et puis ils mangent, finalement. Et écoute, c'est intéressant ce que tu dis, le fait justement que c'est un des styles de musique peut-être qui est le plus simple entre guillemets à faire, puisqu'il suffit d'une carte son. Peut-être pas simple, mais en tout cas le plus accessible. Parce que c'est pas forcément simple. C'est vrai, exactement. C'est le plus accessible. RAP c'est simple, faites-le tous, vous verrez, c'est hyper easy. Non, c'est pas ce que je dis du tout. Oui, mais dans le sens où on peut tous acheter une carte son, on peut tous craquer FL et commencer à faire du son. Ça nous emmène au troisième point, qui est celui de savoir dans quelle mesure finalement cette scène underground peut constituer un tremplin pour les artistes, mais pas que, aussi les créateurs de contenu, les organisateurs, les ingénieurs du son, les monteurs vidéo, tous ces gens qui travaillent d'un seul effort pour faire vivre cette scène-là. Moi, d'expérience, je sais que c'est un milieu qui je trouve, permet de constituer un carnet d'adresses assez important et assez vite, puisque en fait, finalement, on se retrouve assez souvent à côtoyer des gens. À côtoyer des gens, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus. On t'a déjà invité aussi à faire une scène et j'ai pensé à toi directement pour la table ronde. C'est des espèces d'interconnexions comme ça, c'est des vases communicants qui en fait permettent finalement une solidarité. Et j'ai même envie de dire une mutualité des ressources. C'est-à-dire que demain, admettons que je sois rappeur, c'est pas le cas, ça n'arrivera jamais, je pense. Lance-toi. Il faut que j'achète une carte son. Il me suffit de... Voilà, je rentre en contact avec Léo ou avec quelqu'un d'autre que je sais a des capacités en ingénierie sonore. Voilà, il y a quand même ce tissu social assez fort qui repose sur l'entraide mutuelle, etc. Par exemple, demain, je sais que si par exemple Marion organise un événement, je n'ai même pas besoin de savoir ce que c'est, je serai là. Parce qu'il y a cette mutualité, cette solidarité, cette notion de support qui est super importante, je pense, dans l'underground. Et je ne dis pas qu'elle se perd avec le temps, mais elle est vraiment organique, je pense, de ce milieu-là dans lequel on évolue tous. Et un deuxième point aussi que sur lequel j'aurais voulu vous entendre parler,
c'est celui de la prise d'expérience, justement, via cet, entre guillemets, amateurisme, même si je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est puisqu'on commence tous, entre guillemets, avec des capacités restreintes en tant que passionnés, et on finit par apprendre au fur et à mesure des rencontres, des expériences, etc. Est-ce qu'au fur et à mesure de cet apprentissage, on peut penser, ou en tout cas espérer une professionnalisation? Je sais que je connais des gens qui ont commencé en tant que novices, hein, soit en tant que rappeur, ingé son, et qui aujourd'hui en font leur métier. Alors que ce n'est pas du tout le domaine qu'ils avaient étudié à la base et qu'ils étudiaient sur le côté en fréquentant ces scènes underground, en diguant la culture sur Internet. Aujourd'hui, ils ont réussi à vivre de leur passion via ce milieu qui finalement crée du tissu, crée de l'expérience, crée voilà, tout ça. Bah, je confirme du coup les propos. Donc après, pour vous donner un exemple, du coup, j'ai pas assez détaillé tout à l'heure, mais comme je vous ai dit, moi j'ai commencé en tant que photographe. C'était purement de la passion au début. En fait, ça a été un vrai tremplin dans le sens où, comme je vous ai dit, le culot c'est vraiment une base essentielle. J'ai commencé en photographe, c'est parti avec du graphisme, bien sûr sans formation, tout ça. Moi à côté, j'étais dans mes études, rien à voir. Je fais de l'ingénierie énergétique, donc pour vous donner un peu l'idée. Et de la photo, j'ai fait du graphisme. Du graphisme, on m'a proposé des postes en tant que journaliste. Après le journalisme, on m'a aussi également proposé de la direction artistique. Et en fait, de fil en aiguille, on vous rajoute des casquettes, ça vous professionnalise. Et à la fin, en soi, vous avez autant d'expérience et de projets qu'une personne qui sort de l'école et qui a juste un diplôme. Et ça apporte pas franchement... Enfin, le diplôme, ça apporte un plus, que ce soit même dans tous les métiers. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dans le sens où l'expérience, elle est mieux à prendre soi-même, avec des projets, on apprend de ses erreurs, et c'est là que ça devient un tremplin, parce que de fil en aiguille, vous rencontrez des gens, du coup, votre réseau, il s'agrandit, vous allez rencontrer des vidéastes, des ceci. Par exemple, j'ai rencontré Marion ici présente, pour son événement, elle avait eu besoin d'un vidéaste, etc. J'ai fait marcher mon réseau, donc il y a ici présent Pierre et Soukaina qui ont été les vidéastes justement de Playoff. Et donc ouais, c'est vraiment en fait, plus vous rajoutez des casquettes, plus ça va se perfectionner et vous allez vraiment avoir des bons retours. À l'heure actuelle, je suis le manager d'un artiste à côté, je travaille pour le 50K, j'en vis personnellement. Donc vraiment, quand on pousse vraiment la passion, on peut en faire une expérience pro. De mon expérience personnelle, donc pareil, je venais pas du tout de la musique à la base, je travaille dans une agence événementielle, donc rien à voir. Et ça me sert encore aujourd'hui, mais c'était pas dans le même domaine, c'était vraiment du B2B pur et dur. Mais pour ma part, ouais, je vois un peu la musique où c'est un monde où c'est dur d'y rentrer. On sait pas comment y rentrer. Si on n'a pas les contacts, si on sort pas, si on regarde pas un petit peu ce qui se passe autour. Je sais que du coup j'ai un peu galéré à y rentrer parce que je savais pas par où commencer. Et du coup j'ai l'impression que pour les artistes, les producteurs, voilà, tous les acteurs de l'industrie, au début c'est dur et on est obligé de passer effectivement, comme dit, par l'underground, donc aller dans des soirées, essayer de se faire des contacts. Enfin voilà, je répète un petit peu ce que tu dis, mais c'est vraiment la base de base. J'ai l'impression qu'on est obligé de passer par là, à part si vraiment ton père c'est le directeur de Warner, enfin bref. Mais voilà, en tout cas, mais du coup voilà, donc faut vraiment se faire ses armes et effectivement, je trouve que il faut tester plein de domaines. Il faut essayer. J'ai essayé la com, j'ai fait de l'événementiel, de la DA, de l'accompagnement studio, vraiment plein de choses à côté, de manière personnelle et dans ma structure. Et du coup, c'est ça qui forge un peu. Mais d'un autre côté, je suis d'accord avec toi sur le côté, il n'y a pas besoin forcément de diplôme pour se faire sa patte et pour vraiment être acteur, on va dire, de l'industrie. Et d'un autre côté, il faut quand même avoir les bases, c'est-à-dire comment fonctionne l'industrie musicale. Parce que au début, tu arrives, moi j'y connaissais rien, et au fur et à mesure, du coup, tu découvres plein de choses, comment fonctionnent les labels, comment fonctionne... On a besoin de savoir tout ce qui fonctionne au-dessus de l'underground pour faire de l'underground, pour moi. Et du coup, je trouve que voilà, c'est une bonne école, effectivement, d'apprendre sur le tas, mais il y a quand même des bases qui doivent être acquises avant de rentrer dedans, si tu veux pas te faire avoir, en fait, parce que le monde est méchant, quand même.
Je pense que tout le monde ici le sait, surtout dans la musique. Et plus tu veux grimper, plus tu vas avoir des acteurs qui vont penser business, qui vont comparer à l'underground, où c'est quand même un peu plus, comment dire, de l'entraide. On se connaît tous d'un événement ou d'une rencontre quelconque, mais plus on va monter, plus ça va être méchant. Et je pense que c'est le cas pour les artistes, pour toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là. Du coup, voilà, pour dire, c'est un tremplin, effectivement, mais il faut savoir ce qui se passe au-dessus avant de passer par l'underground. C'est très très vrai ce que tu dis, et je pense que Hugo pourra développer là-dessus, parce qu'avec Bitume, qui est sur le même modèle que nous, une association, mais qui, je trouve, qui existe déjà depuis bien plus longtemps, mène des actions de bien plus grande envergure et se retrouve face à des, je n'irais pas dire des contraintes, parce que c'est comme ça que fonctionne finalement l'industrie de l'événementiel, du spectacle, face à des problématiques de coproduction, par exemple, de mise en place à grande échelle dans des salles qui font parfois 5000, qui peuvent recevoir jusqu'à 5000 personnes. Comment toi et Bitume, en l'occurrence, avez-vous passé le cap justement de passer de petits événements à des grands? Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure? Est-ce que quelqu'un a suivi une formation? Dans le cadre de Bitume précisément, comme je disais au début, on est beaucoup de bénévoles dans l'asso et des gens qui viennent de pas mal de milieux et qui sont très aidants dans le cadre de l'organisation d'événements et de contenu audiovisuel, donc des gens de la vidéo, du son, des gens de l'animation socioculturelle, etc. Et non, sinon ça s'est fait petit à petit. Et par rapport à, si tu parlais des connexions, des liens dans le milieu underground, typiquement demain vous voulez lancer une asso, vous commencez à fréquenter un peu le milieu du rap parisien, les open mic, etc. Demain vous voulez lancer une asso, faire un premier événement, par exemple un open mic. En fait c'est un petit milieu, du coup il y a des artistes qui vont venir à l'open mic parce que déjà ils ont envie de rapper, mais aussi ils vont venir vous donner de la force, c'est-à-dire rameuter des gens, c'est-à-dire déjà eux-mêmes à vos événements. C'est un échange de bons procédés en fait, et ces mêmes personnes qui venaient à vos open mic au début, peut-être que 3 ans après, quand vous allez faire un concert, un des artistes, une des artistes aura pop un peu, monté et voudra faire un concert, et là vous allez pouvoir la programmer ou le programmer. En fait c'est que ça, c'est l'échange de bons procédés. Et ouais, sinon c'est du petit à petit, des contacts, que tu commences dans telle salle va t'apporter le contact d'une autre salle, tu vas rencontrer telle personne. En fait c'est très graduel finalement. Ouais, de fou. Même en tant qu'artiste, au début, je suppose qu'on s'assoit sur le cachet, et après au fur et à mesure de l'expérience, de la visibilité aussi, puis du temps passé à écumer les scènes, on finit par se voir proposer un cachet, alors d'un montant qui évolue aussi, j'imagine, avec le temps. Je pense que le nombre de cachets que j'ai touchés dans le rap s'élève à 1 ou 2. Du coup, en 7 ans de rap, voilà. Mais je pense qu'en vrai, l'underground, justement, niveau quand t'es un artiste, je sais qu'ici, on a plein, on s'est déjà croisés, du coup, avec plusieurs open mic, etc. Et je pense aussi que ça permet, pour soi, en tant qu'artiste, en tout cas, même en tant que photographe, en tant que beatmaker ou quoi que ce soit, c'est passer par là, c'est comme une sorte de première salle. Tu vas rentrer dedans, tu vas pouvoir faire tes armes, voir ce que t'aimes, voir ce que t'aimes pas, et au final j'ai, moi en tout cas, vu et l'impression que les gens qui passent par l'underground, ça leur permet aussi de voir si vraiment c'est ce qu'ils veulent faire, tu vois. C'est-à-dire que aller à un open mic, ça coûte rien, le rap, être artiste, ça vend du rêve. On voit des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent au top parce qu'ils ont fait le son, ils étaient dans l'air du temps et c'était ce qu'il fallait. Et tant mieux pour eux, mais parfois il y en a aussi qui pètent très vite et au final, c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire, ou alors ils se réorientent très vite, etc. Donc je pense aussi ça permet de se connaître soi-même aussi beaucoup, parce qu'on est, comme on le disait tout à l'heure, comme vous le disiez, c'est que c'est beaucoup des rencontres, etc. Très vite, si tu commences à être bankable ou que tu rencontres des gens qui vont vouloir faire du beurre sur ton dos, qui vont te promettre des choses qui, au final, tu vas faire 2 semaines avec ces gens-là. Et Au final, ça ressemble à une grande famille, en fait. c'est ça. Et c'est une famille qui est sur Paris, qui s'entraide, et dans tous les cas, chaque chose se sait, entre guillemets. Et c'est comme ça que ça évolue, en vrai. En fait, c'est comme une sorte de... T'as le milieu de la musique un peu mainstream, et l'underground, c'est la même chose, mais à côté.
Et moi, j'ai l'impression en tout cas que l'underground, à partir du moment où tu y rentres, que tu commences à rencontrer les mêmes têtes, tu vois les mêmes personnes, etc., bah, c'est clair que, en tout cas, si tu es passionné, c'est le terme qu'on utilise, tu finiras toujours par atteindre ce que tu veux. Comme on le disait, tu y vas au culot, si tu y vas à fond et que tu crois en ce que tu fais, tant que tu n'es pas là pour essayer de baiser un tel ou faire du bif sur machin, ou que tu es réglo avec toi-même et que tu es intègre, moi je pense que de toute manière, le milieu underground et les rencontres que tu fais, ça finira toujours par payer d'une manière ou d'une autre. Enfin, moi par exemple, je me suis mis un peu à mixer aussi. Bah, est-ce que peut-être au final ma vie ça va pas être de finir DJ, tu vois? Bah, c'est pas forcément grave, parce qu'au final je vais découvrir autre chose. Moi je pense à toi, par exemple, qui a fait de la photo. Au final, tu gères un artiste. Est-ce qu'au final tu vas finir manager? Qu'est-ce qui va le plus t'intéresser? C'est vrai que c'est un milieu où on peut manger de tout et de rien. Du coup, bah, c'est clair qu'à partir du moment où on est ouvert à tout et qu'on est ok avec ce qu'on veut, bah, je pense qu'au bout d'un moment, t'avances, hein. Et ouais, je veux juste rebondir vite fait sur ce que tu disais, Uchiwa, par rapport au fait d'y aller au culot, de se faire ses armes. Et tu parlais de l'autodidacte notamment, et t'en parlais aussi, Marion. Et je suis grave d'accord avec ce que vous avez dit. Et moi, je peux apporter un retour d'expérience différent, parce que je suis du coup graphiste. Et pour le coup, moi, c'est mes études. J'ai consacré 5 ans de ma vie. Et c'est vrai qu'arriver dans un domaine où, évidemment, et un milieu dans lequel il n'y a pas d'argent, et ça, faut en être conscient, c'est pas évident de se dire, ok, je vais peut-être devoir brader mes services. J'ai donné du temps, de l'argent aussi, parce que les études, même dans le public, ça coûte de l'argent. Et donc arriver et se dire, ok, je vais travailler peut-être parfois gratuitement, c'est des choses qui sont pas évidentes. En fait, c'est de vous à vous-même savoir ce que vous voulez. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont tout de suite imposé leur truc. Non, ce sera tel prix. Je bosserai jamais à moins. Et voilà, ça a marché pour eux. Il y en a qui, à l'inverse, ont commencé très petits, à bosser gratuitement, et petit à petit, ça a marché pour eux. C'est vraiment à vous de voir comment vous fonctionnez et à trouver ce que vous voulez prendre et ne voulez pas prendre là-dedans. Par exemple, de vous dire, ok, là, je vais bosser dans le cadre du graphisme ou de l'image sur une cover. Ok, l'artiste, la personne n'a pas de tal, mais dans ce cas-là, moi, je vais imposer mes conditions. Je vais dire, ok, j'ai une vision. Il faudra que tu sois peut-être pas forcément exigeant, que tu aies moins de retours. C'est parce que faire conscientiser aux gens que c'est du taf, que c'est pas gratuit. Et voilà, c'était juste pour apporter une petite nuance par rapport à l'autodidacte et au taf, parce qu'évidemment, il n'y a pas de budget, on le sait tous. Mais il faut être carré là-dessus, dans un premier temps vis-à-vis de vous-même, mais c'est en étant carré vis-à-vis de vous-même que vous pourrez l'être face aux gens avec qui vous bossez, quoi. Et en vrai, pour rajouter à ce que tu dis, il faut aussi se préparer, je pense, au fait qu'en face, bah, les gens, la plupart du temps, vous allez rencontrer des gens, et si vous bossez avec eux, il faut vraiment se dire que bah, demain, tu vas plus bosser avec eux. Parce que pour les raisons financières, c'est vraiment le premier truc. À partir du moment où tu travailles pour quelqu'un, enfin moi je le sais, je suis artiste, j'ai pas un rond, tu vois, c'est galère de payer des gens. Mais à côté, bah, mon travail c'est de faire de la vidéo, donc je sais aussi ce que c'est. À côté de se manger des ah bah frérot, j'ai 10 euros, est-ce que tu veux pas bosser pour 10 euros? Alors sur le principe, je suis ok, mais j'en ai déjà vu moi des gens autour de moi qui sont graphistes, etc., qui commençaient à péter des câbles en mode ah le mec je lui ai fait 2 covers pour 50 balles et maintenant il veut plus bosser avec moi, il me rappelle pas. Bah le problème c'est que c'est le jeu. Il faut être conscient de ça aussi quand on bosse avec des gens. C'est que bah comme tu disais tout à l'heure, le monde est cruel, hein, mais l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc s'il y a des gens qui veulent faire du bif, parce qu'il faut faire du bif, il faut payer son loyer. Et bah dans ce milieu, c'est vrai que je pense que c'est dur, mais c'est pas pour autant que s'il y a quelqu'un avec qui ça se passe mal, bah ce sera le cas tout le temps. Il y a des gens qui baissent les bras, mais si quelqu'un veut pas bosser avec vous parce que vous lui dites frérot c'est 400 balles, bah c'est bien, posez vos couilles sur la table et allez-y, hein, parce qu'à un moment il faut faire ça. C'est vrai ce que tu dis, parce que souvent le fait de fréquenter l'underground, c'est quelque chose qu'on fait à côté d'un boulot, par exemple d'un taf ou d'une occupation, à côté des études aussi, bien sûr. Pour parler un peu du sauna, par exemple, nous on a créé l'association l'été dernier et on était tous les trois dans des situations professionnelles ou d'études supérieures qui n'avaient rien à voir. Et on s'est réunis, en fait, on s'entendait juste très bien à force de fréquenter ces milieux-là. Et on s'est dit, bon les gars, on fait un truc, on fait quelque chose. Et c'est juste parti d'une réflexion. On a eu la chance de pouvoir créer un studio aussi
tout équipé d'ailleurs, qui se situe à Villeneuve-Saint-Georges, au sein duquel on peut proposer des enregistrements musicaux, du mixage. Non mais t'as raison, fais ta pub, hein, venez. Non, mais franchement, j'explique le parcours. Ils bossent bien, de fou. Hein. J'explique. Le son de fluo est super bien mixé, super bien rec, les gars, la preuve en est. Hein. Et en fait, au final, on n'avait pas d'idée précise au départ. On s'est juste dit, on voudrait faire des podcasts, des événements, on voudrait en fait apporter notre pierre à l'édifice, dans un milieu en fait qu'on côtoie, peut-être personnellement, à titre personnel, tous les jours, par le fait d'écouter des rappeurs, du rap. J'écoute du rap depuis que, j'ai presque envie de dire depuis que je suis né, et le fait de pouvoir en faire quelque chose et de me dire que j'y ai participé, rien que ça, c'était un accomplissement. Après, au fur et à mesure, on a eu l'occasion de faire 2 événements avec des open mic, des concerts, et là, en l'occurrence, un nouveau format de table ronde. Et tout ça, ça s'est pas fait. On n'a pas eu un rétro-planning sur le coup, le premier mois, en se disant à telle date, il faut qu'on fasse ça. C'est un enchevêtrement de choses qui nous ont amenés à accomplir ces choses. Et en créant l'association au départ, on n'avait pas spécialement d'attente, si ce n'est de se faire kiffer, d'essayer de faire kiffer les autres un maximum. Et finalement, on gagne pas, on vit pas de ça, mais on continue à le faire parce qu'on est dans un engrenage maintenant. Et à force d'accumuler les expériences, ce serait presque du gâchis d'arrêter, et de toute façon, on n'a pas envie de le faire. Et voilà, je voulais conclure là-dessus. Mais justement, là-dessus, moi, la question que je voulais te poser, c'est, par exemple, au début, vous n'êtes pas... Chacun, vous n'avez pas forcément décidé qui va faire quoi. Si, on avait quand même des compétences. Léo, il était ingé son. Fluo, il était rappeur. Il avait aussi tout un réseau, par exemple, dont on était très heureux de bénéficier parce qu'on kiffait ça. Moi, pour le coup, j'étais simplement passionné, mais j'avais des compétences organisationnelles, en termes d'administratif aussi. On va dire que c'est moi qui gère plus cette partie-là. Et voilà, donc tout ça pour dire que si vous avez envie de le faire, faites-le. Peu importe vos ambitions, peu importe vos capacités, faites-le tout simplement et le reste viendra tout seul. Le reste viendra sans même que vous attendiez. Voilà, donc je voulais vous remercier tous. D'abord vous, mes invités. Merci. Si vous voulez, on peut passer à une session de questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à l'un des intervenants, Soyez pas timide. Hein. Ouais, Radou, dis-nous. Le prince de l'underground en personne. Alors, en fait, du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, par rapport au fait que forcément, il y a, tu vois, genre, il y a des gens avec qui tu vas bosser, puis après, tu vas plus bosser avec eux. Et je pense que c'est dû au fait que, en fait, dans l'underground, tellement on est habitué à être proche, ou voir se côtoyer, on pense qu'il y a une sorte d'amitié facile qui se crée, alors qu'en vrai de vrai, on n'est pas forcément potes. Et la plupart des gens oublient ça. Et ils pensent que le fait de dire, tu vois, certes, on s'entend bien, on ne connaît pas forcément, mais genre, on s'entend bien et tout, ça garantit l'amitié, alors que pas forcément. Tu vois, il ne faut pas oublier que des fois, on est dans, enfin, la plupart, on est tous dans, on fait des choses, tu vois, que ce soit artiste, média. C'est-à-dire, si on doit faire un mouvement avec quelqu'un, c'est parce qu'on a besoin de son service à lui. Et la plupart, ils oublient ce contexte-là, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui sont dans ce délire de se dire ah, mais vous n'aimez pas, oui, alors qu'en vrai, il y a trop de familiarité et pas assez d'esprit de pro. Non, en vrai, là-dessus, Radou dit vrai. Parce qu'en vrai, je te rejoins, et c'est vrai que les gens prennent un peu trop perso, je pense. Mais c'est parce que comme c'est toi qui utilisais le terme famille, tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à le faire comme une grande famille, tu vois les mêmes gens, etc. etc. Mais c'est vrai que si à un moment, tu veux vivre de ta musique, tu veux vivre d'être photographe, tu veux vivre de ci, de ça, en vrai... à un moment, il faut être pro, et quand tu es pro, tu bosses pas qu'avec tes potes, tu bosses pas qu'avec des gens que tu kiffes, tu bosses pas qu'avec des gens qui ont peut-être pas 100% tes valeurs ici et ça, mais au bout d'un moment, si la personne, ce qu'elle fait, c'est ce que tu veux qu'elle te donne, faut être prêt à sacrifier des trucs. Hein. Je pense que quand tu bosses à Subway, ton boss, c'est pas non plus le zin avec qui tu vas sortir le samedi soir.
Donc c'est pareil dans les. Il faut savoir faire la part des choses en vrai, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et puis, juste pour rebondir, je suis grave d'accord avec ce que tu disais. Et après, il y a aussi ce truc de... quand tu proposes un service, qu'il n'y a effectivement pas forcément beaucoup d'argent, que tu fais des sacrifices, comme tu dis, je comprends aussi que tu puisses attendre une certaine fidélité. Entre guillemets, tu te dis, ok, peut-être que j'ai pas été payé en conséquence du travail que j'ai fourni, mais dans ce cas-là, peut-être que c'est une bouteille jetée à la mer et qu'elle va me revenir à un moment. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'est pas tous potes et potes. Enfin, voilà, genre, ça reste du professionnalisme. Mais là-dessus, pareil que comme vous le disiez tout à l'heure, le fait que, par exemple, là, Street Chihuahua, avec le Sauna, vous ayez bossé plusieurs fois ensemble, ton réseau, il se crée aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que même si, dans le milieu artistique, on peut vite confondre les collègues et les potes, au final, très vite, tu vas peut-être... C'est là-dessus que je voulais dire, tu vas peut-être pas rebosser avec ces gens. C'est peut-être qu'aussi ça s'est pas bien passé et que ce que la personne t'a fourni, c'est pas vraiment ce que tu voulais au final. Même si je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait que les gens prennent les choses vachement perso et tout, c'est qu'au final, plus tu vas bosser, plus tu vas faire tes choses, plus tu vas être, comme je disais tout à l'heure, tu vas être le plus intègre possible. Et tu vas être avec tes idées, tes valeurs, tu vas être 100% toi en fait, et que tu vas pas non plus t'auto-sacrifier, tu vois. Au final, je pense que c'est aussi comme ça que tu crées ton réseau et qu'au final, on le voit, les gens qui sont le plus haut, c'est des gens qui ont des équipes très restreintes, des gens qui ont vraiment des gens avec qui ils bossent tout le temps. Et je pense qu'aussi, c'est l'underground, ça permet de faire ces rencontres-là. Qui ont peut-être été aussi triés sur le volet à force. C'est ça, parce que je pense qu'on en voit aussi dans la vie, le paysage du rap, on en a des gens qui au final se tirent dans les jambes, qui bossaient ensemble, puis au final ça fait un drama, puis ils bossent plus ensemble. Ouais, ça arrive, c'est la vie, et fuck. À un moment, tu rencontreras les bonnes personnes, mais comme disait Théo... C'est des bonnes expériences qui doivent arriver pour comprendre justement et pas reproduire ce genre d'erreurs, ouais, de fois. Et si je peux rajouter aussi, effectivement, entre artistes, souvent vous avez des attentes entre vous, alors que pour monter, effectivement, comme tu disais, il faut des personnes qui soient spécialisées dans d'autres domaines. Et pour le coup, c'est pour ça que parfois ça ne fonctionne pas, parce que les artistes entre eux, vous pouvez monter, vous donner de la force, c'est hyper intéressant, c'est hyper cool. Je dis pas, faut pas s'entourer d'artistes, mais si tu veux vraiment avoir d'autres, ouvrir, on va dire, ton panel autour de toi, il faut que tu t'entoures d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes dans la com, des personnes selon tes besoins, vraiment, si tu veux faire un clip, etc. Et essayer de choper des contacts à droite et gauche. Mais c'est vrai qu'entre artistes, il peut vite avoir des concurrences. Alors je dis pas que c'est partout pareil, mais il peut vite avoir des concurrences, il peut vite avoir des « Ah, t'as travaillé avec lui, moi je l'aime pas, du coup je vais plus travailler avec toi ». Enfin, j'ai entendu des histoires, mais bref, je vais pas m'étaler, mais pour le coup, effectivement, les artistes entre eux, ils ont beaucoup de rancœur très vite, surtout sur la scène underground, où ils se considèrent, comme tu dis, comme une famille, et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ça va tout péter. Donc pour le coup, effectivement, faut faire un peu, on va dire, sa vie, on va dire. Il faut se faire un petit peu cavalier seul et voir ce que ça peut donner, parce que t'as pas la même idée de ton pote, t'as pas la même vision pour ta musique que ton pote. Donc forcément, il peut y avoir quelques petits malentendus dans ce sens-là, tu vois. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, si quelqu'un en a une. Je voulais juste rajouter un dernier truc pour rebondir sur ce qu'elle dit, je vais faire très vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui aussi dans l'underground, on a grave la culture du self-made, de la personne qui va savoir tout faire, etc. Le mec se mixe, le mec se fait ses prods, le mec se clip, le mec se réal, le mec écrit tout, machin, etc. C'est cool, franchement ces gens-là, force à eux, franchement c'est admirable de fou, mais il faut pas oublier que aussi on n'a pas tous toutes les capacités du monde et de la terre. Et si jamais vous vous rendez compte que vous êtes fort dans ce domaine-là, les gars, exploitez-le à fond, parce qu'à un moment, si tu peux faire du diamant là, mais qu'à côté, ça va être que du fer ou du bois, gros, fonce sur le diamant, et au bout d'un moment, ça va payer. Et il ne faut pas tout mélanger, des artistes qui veulent organiser, machin, mais qui le font par-dessous la jambe. Il y en a des centaines dans le milieu underground, et le fait qu'il y ait des structures comme le Sauna, le fait qu'il y ait Bitume par exemple, etc., des gens qui sont spécialisés dans ça, franchement les gars, faut faire confiance à ces gens-là et pas que vouloir tout faire tout seul. Parce que tout faire tout seul,
tu t'éclates en vol aussi, ça peut être dur. Si je peux rajouter, finir là-dessus. J'ai beaucoup d'artistes, effectivement, que je côtoie ou qui sont venus vers nous, qui mettent tout leur argent, c'est un conseil, hein, qui mettent tout leur argent dans le studio, dans le clip, dans sa DA, dans ses sapes et tout ça, va, mais derrière, il n'y a pas de com. La communication, c'est hyper important. Je mets une balle perdue, je ne sais pas à qui encore, mais la communication, c'est hyper important. Tu peux sortir le meilleur projet du monde, si derrière, ta com, elle est claquée au sol, tu vas rien faire. Ça rigole, là, déjà. Non, en vrai... Non, mais c'est vraiment... Enfin, là, je le dis, c'est peut-être pas forcément le sujet, mais je rebondis un peu sur ce que tu disais. De fou. Mais pour le coup, vraiment, après, il y a d'autres choses qui sont importantes. Le marketing, faire une stratégie, etc. On peut être underground et faire des stratégies. Faire de la communication à son échelle, avec son budget. Franchement, c'est quelque chose de possible. Mais pour le coup, ne mettez pas ça de côté. Je sais pas qui va entendre ça, mais... Bah moi, je le prends grave, parce que j'ai fait un album... Attendez, les gars, on va juste passer à la dernière question. Faisons la dernière question. Ça vous embête on pas? pourra discuter après. On t'écoute. J'ai une question. Les plateformes comme Bitume, Bâton Rouge ou Le Sona, vous êtes des sortes de camps d'entraînement où les artistes underground y passent pour se développer, faire des contacts, etc. Ou vous allez continuer à suivre ces artistes quand ils seront plus underground? Alors, si je peux répondre pour le Sona, c'est des artistes qu'on suivra toujours, bien sûr. Après, ça ne veut pas dire que ces artistes voudront toujours travailler avec nous. Ça dépendra aussi de notre évolution à nous. Nous, par exemple, petit teaser, on aimerait bien essayer de se structurer en label pour signer, entre guillemets, des artistes, les accompagner, faire de l'édition, on appelle ça. Vu qu'on a un studio, on a les moyens de le faire. Dans l'idéal, oui, on aimerait bien produire ces artistes-là, les accompagner au maximum. Maintenant, il y a aussi un monde où ils auront d'autres opportunités. Leur proposition, elle va évoluer parce que nous, on a aussi une direction artistique, entre guillemets, où on aime un certain type de rap, on a une certaine couleur, si je puis dire. Donc voilà, ça va dépendre de plein de choses, mais oui, effectivement, c'est pas... Les rappeurs avec lesquels on travaille, on ne les voit pas du tout comme des moyens, on les exploite pas, quoi, si tu veux. On a des moyens d'arriver à nos fins, de se faire voir. C'est toujours un échange de bons procédés. Nous, on adore ce qu'ils font, ils nous font confiance, et du coup, on bosse ensemble. Après, par la suite, dans un monde parfait, on bossera ensemble toute la vie. Mais ça dépendra effectivement de beaucoup de choses. Mais c'est là-dessus où tout à l'heure tu prenais l'exemple de Grunt, et c'est vrai que Grunt, je trouve qu'il y a eu un petit moment où quand même ça a basculé dans... Ils ont évolué et ils sont plus si underground qu'ils pouvaient l'être avant. Donc tant mieux parce que ça leur permet d'avoir plus de moyens, ils côtoient plus de gens, ça permet de mettre des artistes encore mieux en avant, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui, des gens qui viennent, malheureusement, les gens qui viennent ici en concert, comme j'ai pu le faire hier, je vais pas passer chez Grunt parce que justement, ça va être eux, ils ont un peu abandonné ce truc-là. Donc je pense que malheureusement, au bout d'un moment, si ton truc marche vraiment, le truc c'est que si tu ramènes du public, c'est que c'est des gens qui vont fonctionner. C'est-à-dire que si moi, j'avais la capacité de faire une tournée de Zénith en France, c'est clair que je serais peut-être moins underground, ou alors tous les gens qu'on ramènerait, ce serait plus compliqué d'accueillir tout ce monde-là, etc. Et du coup, les gens que tu contactes, c'est bien aussi que chacun ait son échelle. Donc je ne sais pas si vous, à un moment, vous avez l'opportunité de grossir comme Grunt, est-ce que, par exemple, vous feriez le choix de rester sur des nouvelles têtes ou de faire évoluer vers quelque chose de plus grand? Tu vois, ça peut être une question aussi pour des structures comme les vôtres. Très bonne question, je ne pourrais pas répondre. Je dirais un peu des deux. Oui. Non, je pense que faire le compromis, c'est bien aussi. Pour répondre à ta question sur Bâton Rouge, nous vraiment, on se spécialise sur les artistes émergents. Donc pour le coup, il n'y a pas d'évolution comme tu disais, sur une suite. Nous, c'est vraiment, il y aura toujours des artistes émergents. Hein, ça va jamais s'éteindre, je suppose. Ça va vraiment être de les mettre en lumière. Donc pour ça, on va créer des événements qui vont attirer des personnes de l'industrie musicale. Tu vois. Ça peut être par exemple des médias qu'on va inviter. Et après, à toi de faire on va dire, de faire tes preuves et de parler à des gens, d'avoir tes contacts. Nous, on est vraiment, comme dit, un tremplin vers ce que toi, tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être. Et on va essayer de te donner le plus d'armes possible pour y arriver. En tout cas, si tu passes par Bâton Rouge. Et au niveau de l'agence, c'est un peu pareil.
Alors, on va être en concurrence, Théo. On a peut-être aussi, si on a l'opportunité... Comment ça, mon ref ? Un peu plus tard. L'opportunité un peu plus tard de se structurer en label, pourquoi pas. Mais pour moi, ça va rester artiste émergent. Après, à voir comment ça évolue. Je peux pas te dire aujourd'hui, tu vois. Mais voilà, dans l'idée, nous, on est là pour mettre en lumière les artistes émergents. Puis c'est... Non, mais du coup, c'est vrai que quoi qu'il arrive, même si ça évolue comme, par exemple, le Sona évolue comme Grunt, bah, il y aura toujours des nouvelles personnes qui vont restructurer des tremplins, etc. Et au final, tu en auras toujours, parce que, bah ouais, il y a 10 ans, il y avait Grunt. Du coup, les premiers freestyles qu'on pouvait voir, les débuts, Nekfeu, Alpha One, etc., bah, c'est les a grave mis en avant. Bah, Give me five. Give me five. Give me five, etc. Bah, aujourd'hui, par exemple, tu as des gens comme le Sona pour ce qui est des scènes. Vous faites aussi des lives en stream. Moi, j'ai bossé avec des gens qui, par exemple, la structure, le Clubhouse, ils avaient mis en avant Ness dans un de leurs freestyles qui s'apparentait à un grunt. Puis au final, ça a grandi. Et du coup, bah, je pense que ce sera cyclique. Et comme tu dis, ça s'arrêtera jamais. Les artistes émergents, il y en aura toujours. Et juste pour répondre vite fait par rapport à Bitume, je pense que c'est une question de à quel point tu connectes aussi humainement avec les gens. Demain, il y a un artiste qui va venir par exemple à tes open mic ou que tu vas programmer sur une petite scène qui va pop un peu du jour au lendemain. Si tu as connecté humainement avec cette personne, évidemment qu'il y a toujours possibilité qu'il y ait de nouveau des collaborations. Il ne faut pas tomber dans le... genre, en soi, tu dois rien à l'artiste et l'artiste te doit rien dans un sens. Alors, il ne faut pas tomber dans le truc de parce que tu l'as programmé sur une scène, ça y est, il faut que quand il pète, il passe absolument par ton assaut. À l'inverse, c'est pas parce que un artiste a mis de la lumière sur ton assaut que tu lui dois 1 milliard de trucs. Tout est vraiment à quel point tu connectes avec les gens, et il y a aussi un peu de logique, c'est quand un artiste devient vraiment big, factuellement il va pas plus aller faire un concert de 300 personnes alors qu'il peut remplir il peut en soi, tu vois, et c'est pas grave parce que c'est juste la continuité logique de son parcours, mais ça veut pas dire pour autant que les connexions humaines avec cet artiste là et l'assaut elles sont brisées. Ça peut toujours discuter, parler de musique, se retrouver, etc. Et potentiellement après faire des projets, qui sait. Mais voilà, faut pas tomber dans ce truc de prendre personnellement. On en parlait par rapport à ce que disait Radou sur les connexions professionnelles. C'est la même chose. Eh bien, merci à tous. Merci à vous aussi d'avoir joué le jeu. Merci à B-Side et aux Zo Studios de nous avoir invités. Et je vous dis à la prochaine. Merci Théo aussi. Merci Théo. Merci Théo.